Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir. Les rebelles du M23 ont 2 jours pour quitter la ville de Goma. Un ultimatum a été lancé à l'issue de la réunion extraordinaire de l'Artigel. Une force neutre va être mise en place dans l'Est pour contrer les activités des groupes armés. Nous irons à Goma justement pour savoir comment vivent les habitants sous l'occupation de la rébellion du M23. La vie reprend timidement à Goma. Notre correspondant sur place a fait le tour de la ville. Il va nous relater le quotidien des Goma dans ce journal. La crise est oui, mais que se passe-t-il sur terrain? À quel niveau se trouvent les rebelles du M23? Que font les FARDC? Envisagent-ils de lancer une contre-offensive contre les rebelles? Des questions que vous vous posez certainement. Il y a une autre interrogation d'ailleurs sur les casques bleus qui sont restés à Goma. Quel est désormais leur rôle? Mais aussi les policiers et militaires qui n'ont pas quitté Goma lors de la prise de la ville. Que sont-ils devenus? Des réponses dans ce journal. Vous nous suivez à Mbinza, ma campagne, à Massina, à Barumbu. Merci à vous de rejoindre l'une des plus grandes rédactions du pays. On commence tout de suite par la crise dans l'est de la RDC. Les rebelles du M23 ont 2 jours pour quitter la ville de Goma. Un ultimatum a été lancé à l'issue de la réunion extraordinaire de la CIRGEL. Une force neutre va être mise en place dans l'est pour contrer les activités des groupes armés. La RDC a dit qu'elle va donc contribuer à faire en sorte que cette force neutre puisse être mise en place. La RDC va contribuer financièrement. Joseph Kabila a pour la 2e fois consécutive en l'espace d'une semaine. Il s'est donc rendu à Kampala pour prendre part à cette importante réunion. Les rebelles du M23 y ont été invités. Le grand absent à cette réunion, le président rwandais Paul Kagame, une absence justifiée selon son entourage par l'arrivée bientôt à Kigali du président congolais Denis Sassou Nguesso qui est arrivé ce samedi donc à Kigali. Les détails dans ce commentaire d'Oscar Bakandoa. Tout calcul fait, c'est le 5e sommet de la sous-région sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Un sommet qui est loin de mouvoir l'opinion congolaise qui se demande pourquoi les 11 chefs d'État de pays membres de la CIRGEL sont appelés à entériner la décision commune de la tripartite qui a réuni le 20 et 21 novembre dernier dans la capitale ougandaise les présidents de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda. La majorité des Congolais ne prêtent pas foi à ce feuilleton digne d'un film d'Hollywood. Pour des officiels congolais, la tripartite Rwanda, RDC, Ouganda aurait produit des avancées significatives dans le processus de recherche de la paix dans l'est de la RDC. Joseph Kabila, Paul Kagame et Yoweri Kaguta Museveni ont produit une déclaration tonitruante invitant instamment le M23 à quitter Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. Au grief légitime, selon le terme de la déclaration de la tripartite de Kampala, exprimée par les mutins du M23, Kinshasa s'est engagé pour sa part à examiner sans tarder les causes du mécontentement et à y répondre dans la mesure du possible. Une déclaration qui ouvre grandement la porte aux négociations directes entre le M23 et le gouvernement congolais. Option maintes fois rejetée par Kinshasa. À Kampala, les lignes ont cependant bougé. La tripartite est parvenue, on ne sait pas quelle magie, à faire fléchir Kinshasa. Si bien que même le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, qui réfutait sans détour toute forme de dialogue avec le M23, allant jusqu'à le qualifier de pantin du Rwanda et de l'Ouganda, s'est subitement rétracté, passant d'une extrémité à l'autre dans ses prises de position. En fait, les positions gouvernementales sont celles de privilégier la piste diplomatique à travers la CIRGEL. Le quotidien Le Potentiel, préoccupé par le sujet, note que l'option diplomatique qui se joue à fond paraît au final comme un accompagnement de la démarche de Kigali, lequel se caractérise par des conciliabules sous forme des sommets de chefs d'État de la sous-région. En fait, Kigali et Kampala ont fait subtilement traîner les choses en longueur, en vue de fléchir les positions congolaises. La prise de Goma en est la parfaite illustration d'une stratégie visant à faire du M23 une affaire des Congolais, puis imposer sa présence à la table des négociations. Au regard de cette posture adoptée au départ de Kinshasa,
Dans l'opinion, à Kinshasa, Kampala 5 risque de sonner comme la capitulation de tout un peuple. En plus, le sommet de Kampala va dédouaner les agresseurs de la RDC face à cette reconnaissance implicite du M23. La dimension interne de la crise étant établie, voire la caducité du rapport des experts onusiens ne serait plus qu'une question de bon sens et de la meilleure lecture géostratégique des événements en cours dans la sous-région. Le scepticisme est tel que d'aucuns estiment que Kampala 5 ne pourrait faire mieux que la tripartite Kampala 4. Et justement, nous allons parler de l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso à Kigali. Denis Sassou Nguesso est arrivé donc à Kigali. Il a eu les entretiens avec le président rwandais Paul Kagame sur comment trouver la solution afin de mettre un terme à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo qui oppose actuellement les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda aux forces armées de la République démocratique du Congo préoccupe actuellement plus d'un des chefs d'État de la région. Et c'est dans cette optique que le président Denis Sassou Nguesso a effectué le déplacement de Kigali, capitale rwandaise. Il s'agit pour lui de rencontrer le président rwandais Paul Kagame, car le Rwanda est accusé par l'ONU et la RDC de soutenir les rebelles qui causent l'instabilité dans l'est du territoire congolais. C'est donc pour trouver une position consensuelle que le président congolais consulte. Et ici, c'est une visite de travail. Plusieurs entretiens étaient à l'agenda de Denis Sassou Nguesso avec au centre, de manière générale, la stabilité de la région de Grand Lac. Denis Sassou Nguesso est accompagné par son ministre des Affaires étrangères et son conseiller à la paix et à la sécurité en Afrique. Précédemment, c'est son homologue congolais Joseph Kabila avec qui il entretient de bonnes relations qu'il a eu à accueillir sur sa terre pour passer en revue plusieurs questions, notamment d'ordre sécuritaire. Lors du sommet de la francophonie à Kinshasa à la mi-octobre, M. Sassou Nguesso avait rencontré les responsables de l'opposition et le président du Sénat en RDC. Ces hommes politiques lui avaient alors demandé de s'impliquer dans la résolution des crises que connaît la RDC, qui partage une longue frontière avec le Congo-Brazzaville, son pays. On va se rendre à Goma. Les nouveaux maîtres dictent leurs lois dans cette ville. La vie reprend timidement, impuissante face aux rebelles. La population de la ville semble s'adapter aux nouvelles réalités. Notre correspondant sur place qui a fait le tour de la ville nous relate le quotidien des Gomatraciens. Saïdi Ramazani a été joint au téléphone par Oscar Bakandoa. Depuis 5 jours, la ville de Goma est dans le noir, ceci suite aux affrontements de ce dimanche et lundi qui ont opposé les FARDC et le M23. Contacté à ce sujet, le directeur provincial de la Société nationale d'électricité Nord Kivu explique ce phénomène par la coupure des fils basse tension par des balles. S'agissant de la pénurie d'eau dans cette ville toujours, certains coins sont alimentés spontanément, sinon la grande partie reste sans eau. Il suffit à noter que la population de Goma se procure en cas de coupure d'eau au lac Kivu où des fois il y a des services chargés de purification de l'eau des lacs impropres à la consommation. Mais avec la psychose qui règne dans la population, les lacs n'est pas fort fréquenté, donc la suite c'est la carence. Les militaires d'un 23 tentaient à débloquer la banque centrale, donc la branche de Goma, et il y a ceux qui déclarent qu'il y a cambriolage de véhicules, mais c'est que moi-même je vis, ils ont déjà pris les engins de l'office des routes, qui leur permettent un peu le déplacement, mais par rapport à une déclaration que nous venons de confirmer maintenant, il y a presque 400 tonnes de munitions que eux ont déclaré avoir trouvées dans les Kakakin, donc dans le magasin, qui les servirait peut-être pour les avancer. Et aussi au niveau là où se trouvent les affrontements vers Sake, donc ils sont avancés vers Chacha. Et quelle est l'attitude de la population par rapport à ces nouveaux maîtres? Bon, vous savez que le Nord Kivu, c'est une province qui est habitée par plus de 90% des rwandophones. Donc, ça, c'est un langage que nous devons maintenant déplacer parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les Rwandais des Massissi, les Rwandais des Rutshuru, il y a même le Rwandais pire du Rwanda qui habite la ville de Goma. Donc, il est très difficile vraiment que la population soit froide
Et en plus de cela, il y a des mesures contraignantes. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes déjà dans le M23, on sait faire ces activités, toujours avec les nouveaux maîtres. Mais la population qui ne sait pas toujours manifester son interne, mais nous sommes là, par exemple pour cet après-midi, il y a cette psychose d'éventuelles représailles. Les gens sont toujours devant leur télévision, auprès de leur poste radio pour les négociations qui bloquent à Kampala. Quand on nous dit que Kagame a refusé de participer jusqu'à maintenant, donc la population est en l'air. Depuis Goma, Saïd Diabassimadit de l'Est Kinshasa. Mais que se passe-t-il sur terrain? À quel niveau se trouvent les rebelles du M23? Que font les FARDC? Envisage-t-il de lancer une contre-offensive contre les rebelles? Des questions que vous vous posez certainement. Il y a une autre interrogation d'ailleurs sur les casques bleus qui sont restés à Goma, dans le chef-lieu du Nord Kivu. Quel est désormais leur rôle? Mais aussi les policiers et militaires qui n'ont pas pu quitter Goma lors de la prise de la ville. Que sont-ils devenus? Voici, mesdames et messieurs, des réponses à toutes ces interrogations. Sur le terrain des opérations, les rebelles du M23 continuent à contrôler la ville de Goma. Ils ont repris le contrôle de la localité de Saké. Le porte-parole des forces armées de la RDC, le colonel Olivier Amouli, a déclaré hier, vendredi, que plus de 3500 hommes sont amassés dans la cité de Minova, à la frontière entre le nord et le sud Kivu. Ces militaires viennent de Saké et d'autres localités tombées entre les mains des rebelles du M23. Les FARDC renforcent donc leur position à Minova, devenu du coup le quartier général des opérations des forces loyalistes. Des sources locales affirment que de nombreux camions transportant des troupes en renfort venant du sud Kivu ont été aperçus le vendredi 23 novembre au matin à Nyabibwe. Ils prennent la direction de Minova. Selon le colonel Amouli, les forces loyalistes tenteraient de s'organiser pour reconquérir les localités perdues lors des derniers combats contre les rebelles du M23. Comme on le voit, l'armée congolaise est loin d'avoir baissé les bras. Du côté de la rébellion du M23, on s'organise aussi. Des policiers et militaires des FARDC trouvés à Goma ont été contraints de rejoindre le camp des rebelles. Ils sont actuellement dans un camp militaire afin d'être redéployés et de recevoir une formation dite idéologique. Mais que font les soldats de la MONUSCO qui sont restés eux aussi au Nord Kivu? Selon des sources concordantes, les casques bleus sont assez discrets. On ne croise que quelques patrouilles sur les grandes artères de la ville de Goma. Ils circulent à bord des véhicules tout-terrain dépassés par la situation. Lancés le jeudi 15 novembre, les rebelles du M23 occupent Kibumba, Munigi, Goma, Saké et Mushaki. Dans un communiqué publié le mercredi 21 novembre, les chefs d'État congolais, rwandais et ougandais ont demandé à ces rebelles de mettre fin à leur offensive et de se retirer de Goma, capitale du Nord Kivu. Dans la foulée, après le rapport des experts de l'ONU, Joseph Kabila a suspendu le numéro 2 de l'armée. Le général Amissi, dit Tango Fort, sur qui pèsent de lourds soupçons de trafic d'armes. Il a été momentanément remplacé par le général Olenga. Dans la capitale congolaise, pendant ce temps, des marches se multiplient pour dénoncer la prise de Goma et de réclamer la paix sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. On va s'intéresser aux routes de Kinshasa, parlons plus précisément de la route des poids lourds. Les travaux évoluent à grande satisfaction du public. On en est à la deuxième phase. Le ministre des Infrastructures s'y est rendu ce samedi pour justement faire le constat. Fridolin Kachouessi ne s'est pas arrêté là. Il a progressé sur le boulevard Lumumba. Un pont mitoyen doit être jeté sur la rivière Ndjili. Élisée Bilonda Kasonga, Blanchard Kandolo. La deuxième phase de modernisation et de réhabilitation de l'avenue de poids lourds avance normalement. Celle-ci partira de la 14e rue jusqu'à la force navale. L'on peut déjà apercevoir les ouvrages d'assainissement qui longent la chaussée. À une certaine hauteur, la couche de fondation est déjà visible. Les travaux sont exécutés par l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation. Fridolin Kachouessi Musoka ne peut qu'être apaisé vu l'évolution des travaux. D'ici, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction se rend au pont Ndjili, situé sur le boulevard Lumumba en pleine modernisation. Un pont mitoyen y sera jeté, on emploiera la même formule que celle de Mondjiba.
Le forage par battage permettra d'enfoncer les 12 pieux qui soutiendront le nouveau pont. Il est prévu ici d'aller en profondeur. Donc ça va être un pont assis sur des pieux, 12 pieux au total. Et ça va être un pont en longueur totale plus ou moins 80 mètres. Donc de manière à ce que nous puissions ici rétablir la circulation. Médard Ilunga Mwamba rassure l'opinion. Les travaux de la phase 2 donc, va se faire en tenant compte des intempéries. Donc nous n'allons pas attaquer la chaussée pour le moment. Nous allons nous attaquer essentiellement aux ouvrages des ponts. Et c'est après ce pont que nous allons terminer avec la chaussée. En tout cas, nous avons 14 jours pour terminer les travaux. La population est donc appelée à la patience en attendant la fin des travaux. Clôture ce vendredi de la 30e session ordinaire du Conseil national du travail. Ces assises ont abouti à l'élaboration du nouveau code de sécurité sociale, lequel devra être présenté à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Anita Luamboa, Chakounyembo. Ces assises de 4 jours ont permis à la République démocratique du Congo de se doter d'un nouveau projet de loi portant code de sécurité sociale. Un nouveau code matérialisé grâce aux contributions des partenaires traditionnels tels que la Banque mondiale, le COPIREP, l'UNICEF et le BIT. Ces partenaires proposent l'ouverture de la retraite à l'âge de 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes. Modeste Bahati, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, se dit satisfait du bon déroulement des travaux et émet le vœu de voir ce texte adopté à l'Assemblée nationale le plus rapidement possible. J'ai surtout noté la pertinence de leurs interventions et de leurs observations qui ont enrichi et amélioré les différents projets de texte examinés. Qu'ils trouvent ici l'expression de toute ma gratitude. Il y a lieu de se féliciter que le Conseil national du travail ait accompli sa part de travail en validant l'avant-projet du Code de sécurité sociale. Selon Modeste Bahati, le nouveau projet de loi portant code de sécurité sociale apportera également une autre innovation, c'est le rachat des cotisations sociales et d'assurance volontaire. Ainsi mis sur pied, il sera présenté à l'Assemblée nationale pour son approbation, puis sa promulgation par le chef de l'État. 1966 à 2012, la Société nationale d'assurance souffle sur sa 46e bougie. Créée en 1966, la Société nationale d'assurance s'emploie à indemniser ses clients victimes des divers sinistres. Cette célébration est tombée le jour même de la traditionnelle opération Jeudi sinistre. À cette date d'anniversaire, la SONAS a traité et payé 106 dossiers, dont celui d'un homme qui date de 1976, la direction de la SONAS n'a pas manqué de condamner l'agression dont le pays est victime. Anita Luamboa. Loin de la routine habituelle, l'opération Jeudi sinistre de ce 22 novembre a une particularité. Elle tombe où l'entreprise fête ses 46 ans d'âge. En effet, créée en 1966, la Société nationale d'assurance est la plus vieille des entreprises du portefeuille de l'État. Depuis son arrivée à la tête de cette entreprise publique, Carole Aguito a institué l'opération d'indemnisation de ses clients victimes des divers sinistres. Pour marquer d'un saut spécial cette date d'anniversaire, la SONAS a choisi de régulariser un vieux dossier qui date de 1976. Le bénéficiaire est père d'un enfant victime d'un accident de la circulation. Il empoche 5 millions de francs congolais. Vous voyez que vous venez chaque fois ici, on a traîné ce que c'était même découragé, j'étais parti, comme malgré si j'étais même à l'étranger, à l'ONU, mais j'avais réussi d'avoir des dossiers, mais comme je suis maintenant au pays, je n'ai traité pas. C'est vrai que c'est secrétaire général, je suis pensionné. L'un de la réussite de quelques efforts qu'elle a fourni. D'autres dossiers relatifs à l'assurance automobile et vie, 106 au total, venus de 11 agences, sont aussi traités et payés à la grande satisfaction des bénéficiaires. J'ai eu mal à partir avec les services médicaux. Je remercie encore une fois la SONAS. Je suis le représentant dans ce pays de la jeunesse rurale. Ces jeunes sont appelés à travailler dans différents chantiers. Je leur demande, surtout à ces jeunes-là, maintenant que le Congo est devenu un chantier, qu'ils viennent s'assurer auprès de la SONAS. Parce que sur un chantier, il y a des risques à prendre. La situation sécuritaire volatile qui prévaut à l'est du pays préoccupe au plus haut point la direction générale de la SONAS, son ADG en particulier. Au nom de son entreprise, Carole Aguito s'est empressée de reconforter les familles de victimes de cette guerre injuste
Carole Aguito s'est empressée de reconforter les familles des victimes de cette guerre injuste avant d'appeler les Congolais à se mobiliser pour résister contre l'agression dont le pays est victime. Pour combattre le taux d'échec en lecture au niveau de l'école primaire, les spécialistes du domaine proposent l'utilisation de la méthode cognitive en lieu et place de la méthode globale qui a démontré vraiment ses limites. Avant l'atelier national qui s'ouvre lundi prochain sur cette question, la rédaction a dépêché ses reporters sur le terrain pour prendre la température et constater l'évolution, n'est-ce pas, des séances expérimentales qui se donnent dans quelques écoles de la capitale, dont l'école d'application de l'Université pédagogique nationale de Douandombe, Charlie Tonsi, Fiston Bouini. Document à l'appui, les spécialistes de l'éducation préviennent que les taux d'échec en lecture au niveau primaire augmentent. Conséquence, les enfants terminent l'école primaire sans avoir appris à lire correctement. Conscient de ce défi, le professeur Benjamin Badikadila, psychologue et chercheur au Centre de recherche de l'Université pédagogique nationale, explique cette situation par l'usage de la méthode globale héritée de l'époque coloniale. Il propose plutôt la méthode cognitive comme solution. Et à travers les études, je suis arrivé à me rendre compte que la méthode globale qui est utilisée est à la base de beaucoup d'échecs. La méthode globale enseigne à lire à partir du mot. L'enfant vient de la maison, il n'a pas encore appris les lettres qui sont une convention, qui sont des codes. Il n'a pas encore appris les syllabes. Et puis, on va lui présenter une image, comme si l'enfant ne connaissait pas l'image, par exemple, de papa. Et en bas, on met le mot papa. Et l'enfant doit apprendre à lire papa sans lui avoir appris les lettres. Le résultat, c'est que l'enfant devine le mot papa sans pouvoir les lire. À sa demande, le ministère de l'EPSP a décidé de rectifier les tirs pour permettre à nos enfants d'apprendre à lire. Des séances expérimentales sont en cours dans quelques écoles de la capitale. Malgré leur volonté, les élèves qui arrivent pour la première fois accusent des lacunes sérieuses pour lire le texte écrit au tableau. Ils doivent deviner les mots au lieu de les maîtriser par cœur. Un atelier national sur la réforme de la méthode d'apprentissage de la lecture s'ouvre ce lundi à Kinshasa à l'initiative du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Makar Mwango. Cacao, très bien. Ici. Inauguration ce samedi dans le célèbre immeuble 123 Kasavubu d'une nouvelle agence de presse dénommée Franquiol. Son initiateur, Francis Mwamba, seul rescapé du crash de l'avion de la MONUSCO, assure que son agence apporte un service multimédia de qualité. Reportage. C'est une œuvre de Francis Mwamba, journaliste. Cette entreprise multimédia devra offrir des services de qualité à toute la population et aussi et surtout donner du travail aux jeunes talentueux. Franquiol Agency apporte aussi des innovations dans le monde des communications, comme l'explique son promoteur. J'avais cette idée-là de créer un jour une agence de conception, réalisation et diffusion. Nous voulons faire la différence parce qu'il faut appeler chaque chose à son nom. C'est-à-dire que la pub doit être la pub. Seulement ce qui fera la différence, c'est sur le plan, la faisabilité, la réalisation. Nous allons apporter vraiment quelque chose de très bon. Moi-même, je suis journaliste. Les gens qu'on a recrutés pour l'agence, en tout cas, comme moi-même, je me suis dit que non, on doit fournir un travail de qualité. Je dois avoir aussi des gens, de professionnels pour produire un travail de qualité. Après la coupure du ruban symbolique, le public a été invité à visiter les installations de l'agence où est installé le matériel de qualité pour rendre des services de qualité à la population de la RDC. L'actualité dans le reste de la planète. En Égypte, la célèbre place Tahrir reprend du service. Des milliers de manifestants s'y sont retrouvés pour dénoncer la signature des nouveaux décrets présidentiels. Des décrets qui renforcent le pouvoir du président selon l'opposition. Mohamed Morsi vire à la dérive totalitaire, dénonce-t-il. Reportage.
Pour les opposants au président égyptien, c'est une évidence. Mohamed Morsi fait preuve à son tour d'une dérive dictatoriale. Les émeutes se poursuivent ce samedi près de la place Tahrir, au centre du Caire. La police tente de disperser les manifestants, des jeunes en majorité, à coups de gaz lacrymogène. Nous sommes ici car les objectifs de la révolution n'ont pas été atteints, proteste cette manifestante. Ils ont signé notre arrêt de mort sur la place Tahrir, alors nous sommes prêts à mourir. C'est le renforcement des pouvoirs du président égyptien qui a allumé la mèche. Mohamed Morsi a privé la justice d'examiner des appels contre ces décrets. Nous avons 3 revendications, dit ce jeune homme. Que le ménage soit fait au ministère de l'Intérieur, que le Premier ministre soit limogé et que la commission qui rédige la Constitution soit dissoute. Le président égyptien promet que ces prérogatives exceptionnelles cesseront dès qu'une nouvelle constitution sera adoptée, mais le processus risque d'être long et l'opposition n'y croit guère. En Espagne, malgré la crise qui secoue le pays, l'heure est aux élections régionales. La Catalogne veut obtenir une large majorité à cette élection importante. La presse internationale compare déjà cette élection à un référendum d'autodétermination. Devant des milliers de partisans brandissant la señera, ce drapeau traditionnel jaune-orange, Artur Mas s'est adonné à un ultime bain de foule hier à Barcelone avant la cruciale élection du Parlement régional demain. Derniers instants d'une campagne acharnée placée sous le signe de l'émotion et que le chef de file des nationalistes souhaite voir s'achever en apothéose. La Catalogne est une les plus anciennes d'Europe et du monde. Nous essayons d'obtenir une large majorité dimanche pour construire l'avenir de notre nation, l'avenir de 7,5 millions de personnes de ce pays. Objectif pour le président sortant de la Catalogne, contredire les sondages qui ne lui prédisent qu'une majorité relative pour céder la voie à un référendum sur l'autodétermination dans au plus tard 4 ans. En face, le Parti populaire appelle à l'unité. La priorité est d'ajouter et non pas de soustraire afin de garantir la coexistence en Catalogne et non pas en divisant sa population. Car même s'il ne s'agit a priori que d'élections régionales, le scrutin qui suscite l'inquiétude de Bruxelles ressemble au moins sur la forme à un référendum. Avec cette question en toile de fond, la Catalogne veut-elle rester en Espagne ou la quitter ? Nous revenons en Afrique pour clôturer cette page internationale. En Sierra Leone, on peut lire la joie sur le visage du président Corona, réélu au terme du scrutin présidentiel. Le président sortant a obtenu 59% des voix. Ce scrutin doit renforcer la démocratie dans un pays étranglé par le chômage et la corruption. Le président sortant de Sierra Leone est réélu sans souci dès le premier tour de la présidentielle. Ernest Koroma, qui a recueilli près de 59% des voix, a largement distancé son principal rival, Julius Maada Bio, qui n'a obtenu que 27% des suffrages. L'opposition a toutefois dénoncé des fraudes lors des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées le même jour, le 17 novembre dernier. Le scrutin doit permettre en tout cas de renforcer la démocratie en Sierra Leone 10 ans après une guerre civile sanglante. Les défis auxquels doit encore se confronter le président Koroma sont l'extrême pauvreté dans un pays pourtant riche en ressources minières, le chômage des jeunes qui dépasse les 60%, sans oublier la corruption qui gangrène la Sierra Leone. On va lire ce communiqué de la DGI avant de nous séparer. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts de l'échéance de paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2013, revenu 2012 intervenant avant le 1er décembre 2012, soit le vendredi 30 novembre 2012. Le montant du dit compte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2011, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut de paiement dans le délai légal donnera lieu
à l'application d'une majoration égale à 50% de l'acompte dû ou de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Un autre communiqué, c'est un communiqué nécrologique. Notre chaîne de télévision soutient l'animatrice et journaliste de Télé 7, Ange Matulonga, qui a perdu son père aujourd'hui même. Télé 7 présente ses condoléances à toute la famille Matulonga. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information, mais je vous rappelle la principale information. Les rebelles du M23 ont 2 jours pour quitter la ville de Goma. Un ultimatum lancé à l'issue de la réunion extraordinaire de la CIRGEL. Une force neutre va être mise en place dans l'Est pour contrer les activités des groupes armés, et la République démocratique du Congo se propose de financer donc cette force neutre qui va être mise en place. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et prenez bien soin de vous.